Bonjour David, tu es fondateur de Linea Codicée, donc une société de développement Web 2 et Web 3 dont on va parler aujourd'hui, entre autres. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Bonjour Pierre, merci de me recevoir sur BlockX. Alors moi c'est David, comme tu l'as dit, fondateur de Linea Codicée. Je suis dans l'écosystème depuis un petit moment. Mon premier pas dans le Web3 a été en 2012 avec du minage de Bitcoin. S'en est suivi, ça fait un petit moment, hein, s'en est suivi après quelques cartes graphiques brûlées, d'une intervention un peu plus profonde sur, la technologie à proprement parler. Donc j'ai fait quelques pull requests, à l'époque, sur, le repo, Bitcoin et j'ai suivi, Vitalik Buterin quand, il est parti de Bitcoin et qu'il est allé sur, Ethereum, qui était, pour moi un projet, futuriste, génial. J'ai donc, commencé à suivre de beaucoup plus près Ethereum que Bitcoin et à partir, de 2016, c'est là où, j'ai vraiment, mis du dev dans la recherche, arrêté juste la partie, hem, on va dire, lecture, compréhension pour vraiment devenir, purement actif dans l'écosystème. Et j'ai travaillé sur, les premiers sockets, JavaScript pour pouvoir faire de l'interfaçage, entre, le monde du web 2 et le web 3. À partir de, 2018, là où l'euphorie des tokens, des ERC20 est arrivée, j'ai, fait beaucoup de missions, sur le forum Bitcoin Talk où il y avait énormément de projets et énormément de travail, et de scams pour le coup, qui avec voilà, avec des projets qui, cherchaient des développeurs Solidity pour créer des smart contracts notamment, et encore une fois des interfaces pour, entre le web 2 et le web 3 pour connecter tout simplement son wallet, au, smart contract. Là où, j'ai, vraiment apporté, une expertise, c'est quand j'ai commencé à donner des cours à Lyon Innov entre 2019 et 2020, à des masters avec, tout un programme dédié à la blockchain. Donc là, on était sur, une partie plutôt théorique sur, les différents types de blockchain et après une partie beaucoup plus technique où, je leur apprenais à développer directement des smart contracts en Solidity, à les déployer sur la blockchain et à créer ces fameuses interfaces. Hem, Ensuite, ça nous emmène, sur, 2021 où là, c'est, la partie métaverse qui m'a vraiment passionné, notamment, un projet qui s'appelle Decentraland qui commence à être bien connu de tous et j'ai continué à développer des smart contracts, cette fois-ci sur, le support Decentraland. Donc, la création, dans un premier temps de POP, donc, des petits tokens commémoratifs et puis ensuite, du développement un peu plus orienté, JavaScript pour, mettre en scène et animer, la zone qui était buildée. Donc, j'ai, notamment travaillé sur une parcelle qui était, commémoration des 10 ans de Elon Musk, avec, en fait, des vidéos, des petites animations, donc ça c'était sympa à faire et sur, un autre projet qui s'appelle Wondermine qui est un projet encore, bien présent sur, Decentraland aujourd'hui. C'est un projet où on va miner des météores, on va gagner des composants, on va pouvoir construire et crafter, des éléments qui vont ensuite pouvoir être des NFT qu'on va pouvoir associer, au wallet de l'utilisateur. Donc ça a été, 2020-2021, très orienté, métaverse et en 2022, j'ai poursuivi en créant, mon propre, en utilisant le moteur 3D de Decentraland, j'ai créé ma propre expérience qui était plutôt orientée, cette fois-ci, éducation, parce que je trouvais que ce support était super intéressant au niveau de la pédagogie, pour pouvoir, non pas juste faire, une vidéo ou un PDF, mais vraiment créer des expériences avec des quêtes, en fait, pour aider, les personnes à comprendre tout en s'amusant. Donc, il y avait un vrai enjeu pédagogique, c'était très intéressant de travailler là-dessus et j'ai ensuite, travaillé pour une société et je travaille encore pour elle aujourd'hui, qui est une société suisse, dans le luxe et qui cherche à faire de la traçabilité
qui cherche à apporter de la valeur et de l'authenticité pour contrer tout ce qui est la contrefaçon et aussi, je dirais, le marché de la seconde main qui peut être aujourd'hui un petit peu trop présent et peu travaillé, régulé, sécurisé. OK, très clair. Moi, ça m'a fait un petit peu sourire, parce que tomber dans la marmite, Bitcoin, assez tôt en 2012, et cramer quelques cartes graphiques en en minant, c'est quand même assez rigolo. Alors moi, je propose de rentrer dans le vif du sujet par le use case, de traçabilité, de ton point de vue, du coup, vraiment dev, hein, développement. Est-ce que tu peux voilà, est-ce que tu peux, évidemment en vulgarisant, mais en apportant, et hésite pas à aller dans le technique aussi, expliquer un petit peu, à travers ce cas d'usage-là, qu'est-ce que la blockchain permet de faire en termes de traçabilité concrètement? Entre le moment, la manière dont on va l'implémenter et concrètement en sortie, comment ça va se mettre en place? Qu'est-ce que ça va apporter comme expérience? OK. Alors, la traçabilité, c'est déjà un métier à part entière, avant même d'ajouter de la blockchain. C'est un métier qui essaye, d'apporter à la fois des preuves au niveau des différents éléments, et des preuves aussi au niveau des différentes étapes. Le concept de traçabilité, c'est qu'entre le point de départ et le point d'arrivée, on est capable de tirer tout un fil du temps et par rapport à ça, quand on est, dans un écosystème Web 2, par exemple, on va se retrouver avec plusieurs entreprises qui vont être le fournisseur du fournisseur du fournisseur pour arriver jusqu'à la matière première et chacun va avoir son propre système d'information. Ce que va apporter la blockchain, c'est un lieu commun. Et un lieu commun qui va permettre à chacun des acteurs de venir donner de l'information pour qu'on puisse avoir cette fameuse chaîne, cette fois-ci, de manière, publique déjà, mais aussi, un moyen standardisé, unifié pour que, chacun puisse, venir apporter son information au bon moment. C'est là où la blockchain, elle va apporter de la valeur. Qui plus est, une fois qu'on arrive, sur le produit fini, celui-ci, il est authentifié et c'est ça qui est intéressant, c'est que, on est du coup, grâce, par exemple, aux NFT, comme ils sont bien associés à un utilisateur, à un wallet, qui plus est, s'il y a un KYC derrière, on est, vraiment en mesure de savoir, qui a quoi. Et donc, pour des usages, ultérieurs, on est capable de déceler très, très vite, via des certificats d'authenticité, par exemple, on est capable de déceler très, très vite la fraude, la contrefaçon. Et ça apporte, du coup, de la valeur à l'entreprise et cette traçabilité-là est donc améliorée grâce à la blockchain. OK, bah, très clair, hein, bien joué, ça a été très bien expliqué, je trouve. Par rapport, à la clientèle qui vient te voir, toi, en termes de boîte de développement, qu'est-ce qu'ils vont venir chercher en premier? Quel type d'implémentation, quel type de use case aujourd'hui, tu sens en termes de narratif de ce qui se passe et de ce que les sociétés cherchent? Alors, c'est une très bonne question. C'est très intéressant parce que, je dirais, déjà évidemment, ça dépend de l'état du marché financier, dans le monde de la crypto, parce que ça va, donner plutôt envie ou pas, de venir, de venir mettre du Web3 dans sa stratégie, dans son business. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment eu de nombreux acteurs dans de nombreux domaines. C'est ça qui est très intéressant, c'est que, le Web3 permet, c'est une technologie sous-jacente et donc, quelque part, il n'y a pas de milieu spécifique. J'ai eu, par exemple, des professionnels du sport qui se sont intéressés plutôt sur l'aspect ticketing pour des événements. J'ai eu, des marques de luxe, qui, elles, vont plutôt chercher, la traçabilité et créer un système aussi intéressant derrière des utility tokens pour créer, entre guillemets, «un système VIP», pour vraiment créer du lien entre l'utilisateur et la marque et la blockchain est un très, très bon moyen pour durcir, ce lien et j'ai pu avoir, par exemple, d'autres interfaces qui vont être, plutôt dans le monde de la musique, par exemple, où, là, on va avoir, pareil, des interlocuteurs qui vont essayer de, supprimer des maillons du chaînon traditionnel, du business
pour être à la fois au plus proche de sa communauté, mais aussi, pour pouvoir, exister plus facilement. Si on prend le use case, musique aujourd'hui, pourquoi il y a des musiciens, il y a des artistes qui s'intéressent au Web3? C'est parce que, grâce à ça, ils peuvent s'affranchir des majors qui sont, pour certains, une barrière parce que ça correspond pas forcément à la musique du moment, ça correspond pas à la communauté qu'ils cherchent à cibler, et ainsi de suite. Et donc, hem, ces entreprises-là vont venir plutôt me demander du conseil pour voir comment ils vont pouvoir, ou surtout déjà dans un premier temps, si c'est utile de mettre du Web3 dans leur stratégie. Donc c'est très varié et moi qui suis, un grand curieux, je suis passionné par ça et j'adore, de passer finalement, d'un projet qui va plutôt être orienté, sport à un autre qui va être, musique. Ma valeur va être d'aider la personne à bien comprendre le Web3 et travailler avec elle pour savoir si on peut, finalement, si c'est intéressant, si c'est rentable de mettre du Web3 dans sa stratégie actuelle. Ouais, ce qui n'est enfin, ce qui est pas forcément le cas à chaque fois. Alors il y a beaucoup d'exemples, Tout à beaucoup fait, de use cases où ça l'est, mais le but du jeu, c'est pas en faire, pour en faire et que ça serve à rien, derrière. c'est ça. Hem, alors moi, ce qui m'intéresserait de savoir, d'avoir, sur ton avis, point de vue aussi, dev, quand tu conseilles des clients, et tu les amènes, à des implémentations de solutions blockchain sur une blockchain, quel type de blockchain, toi, tu vas privilégier en fonction des use cases? Est-ce que tu peux dresser un petit tableau de celles que tu préfères, celles qui vont se prêter plus à du gaming, enfin, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, il y a, pour moi, il y a 2 points de vue. C'est-à-dire, et je le vivais déjà dans le Web 2, aussi, il y a, un premier point de vue qui va être purement tech, orienté, optimisation, performance, et qui va être, quelque part un 1er chemin et l'autre qui va être, qu'est-ce qu'est la hype en ce moment? Et c'est, parce que, quand, on parle de projet Web3, on n'est pas sur, des petits projets à moins de 1 000 €, hein, clairement. Donc, c'est quand même assez conséquent. Même pour des petits projets Web3, on arrive assez vite à des valeurs, qui sont, assez conséquentes. Et donc, il y a toujours cette interrogation de la part du client, «OK, si je vais sur cette blockchain, elle a l'air très bien sur l'aspect, performance, mais si elle est très peu connue, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire?» Donc il y a quand même, je dirais hem, ce phénomène-là qui doit être, intégré dans la stratégie et ce qui fait que, ces dernières années, c'est clairement du Ethereum, la blockchain Ethereum qui a été, celle que j'ai le plus exploitée, même si au final, c'est pas forcément la plus optimisée. Ça, heu, c'est si on écoutait toujours les techs, on serait dans un système beaucoup plus, je dirais, solide techniquement, mais c'est pas forcément toujours le bon choix technique, enfin financier derrière. Donc il y a cette, il y a ce paradoxe-là. Quand je travaille avec des clients, bien souvent, ils viennent en me disant: «Bah, on veut être sur Ethereum» et là où on va, par Mmh. exemple, switcher, sur Polygon, c'est quand je vais commencer à parler de prix. Quand je vais commencer à parler de frais de transaction, quand je vais commencer à annoncer des valeurs qui sont, et encore aujourd'hui ça va mieux, c'est très bien, mais on va 2 ans en arrière, on était parfois à 500 € la transaction, 500 € donc Ouais. pour un mint ou 500 € pour, un simple, on va dire un simple petit paquet qu'on envoie sur la blockchain. Pour certains, c'était, juste financièrement impossible. Donc, il y a, évidemment des solutions. Je fais énormément de curation là-dessus, de veille, pour essayer de trouver toujours, la bonne blockchain. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le choix technique qui prime, sur, la hype, sur, les modes actuels. J'ai on va dire, parler d'Ethereum et de Polygon, c'est intéressant, mais, aujourd'hui, j'ai Heu, par exemple, un exemple, j'ai, Solana qui est très performant, mais si on reprend, le petit trilemme de la blockchain, bah, côté décentralisation, Solana, c'était pas dingue. Donc, OK, techniquement, c'était D'accord. intéressant, mais, si on avait en face, des RSSI qui étaient, plutôt, orientés sécurité,
cet aspect peu décentralisé de Solana, ça leur faisait peur. Quand derrière, on voit des news avec des hacks, purement techniques sur la blockchain, pareil, ça fait un petit peu peur aussi. Donc, difficile de répondre, c'est souvent en construisant avec le client et après, je dirais si je devais donner des chiffres, aujourd'hui, c'est quand même du 80 de Ethereum Polygon et derrière on un peu de, un peu de Solana, un peu de Tezos aussi, qui est une bonne blockchain, mais qui peine à se faire connaître et sur les prochains conseils, il y a de grandes chances que le mot avalanche, sorte dans la conversation. Ouais, bah, justement, en fait, c'était un petit peu ça. Alors, bon, Ethereum qui revient assez régulièrement, puis ensuite quand les gens voient qu'il faut payer, enfin, ça apporte beaucoup de choses comme ça peut présenter des inconvénients. Il y a pas que l'aspect technique, il y a l'aspect, bon, évidemment, les frais de transaction, les fréquences de transaction et aussi toute la communauté, tout ce qui se bâtit sur la blockchain, toutes les personnes, les clients, les protocoles avec lesquels le projet va aussi pouvoir interagir, in fine, qui est évidemment ultra important et qui n'est pas le même entre aujourd'hui, celui d'il y a 1 an et celui d'il y a 2 ans. Donc, Tout à bon, fait. alors évidemment, tout va devenir de plus en plus interopérable, il va y avoir des bridges, mais tout ça, ça met du temps, évidemment à se mettre en place et hormis Ethereum, alors oui, Polygon que moi je vois souvent passer, mais, est-ce que enfin OK, tu as nommé Polygon, Solana, il y a du Avalanche qui arrive, du Elrond, du Tezos, il y a quand même des projets qui se développent, toi tu sens ou que tu amènes sur ces types de blockchain-là? Parce que, enfin, ça après c'est peut-être un particulièrement technique, mais pourquoi prendre du Polygon par rapport qui est sidechain d'Ethereum, par rapport à, du de l'Avalanche, par exemple? Ou de l'Elrond? Ça va être la capacité de l'entreprise derrière à pouvoir continuer d'exploiter la technologie et même si aujourd'hui on a effectivement plusieurs blockchains, des centaines d'ailleurs qui sont côte à côte, tu as parlé d'interopérabilité. Pour moi, il y a quelque chose qui reste fondamental, c'est, la maintenabilité et derrière, pourquoi Ethereum est encore là aujourd'hui? C'est aussi grâce à sa communauté. Il y a des projets qui sont super intéressants, mais s'il n'y a pas une grosse communauté derrière et s'il n'y a pas des grosses évolutions qui sont apportées régulièrement, la blockchain se meurt très, très vite. Et ça, c'est aussi, à considérer dans le choix technique pour moi, j sur des cas concrets. J'ai bossé pour un jeu vidéo qui était d'abord sur Ethereum, sauf que ça allait pas assez vite au niveau des transactions pour, et aussi au niveau de la scalabilité. Donc ça allait très bien quand ils étaient early parce qu'il y avait pas beaucoup de monde, mais à partir du moment où ils ont commencé à avoir beaucoup de monde, s'est posé la question: «Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste sur Ethereum et finalement on bloque, l'évolution du jeu? Est-ce qu'on avance, sur une autre blockchain?» Et c'est là où on est parti sur Solana. Et pour le coup, Solana, c'est pas du smart contract en Solidity, ça a rien à voir. Donc ça a été beaucoup plus compliqué, de refaire ce qui a été fait. Et ça, c'est quelque chose, j'ai envie de prendre 2 secondes pour en parler. C'est, Vas-y. et monsieur, Andrapopoulos en parle encore mieux que moi, dans son livre Mastering Ethereum. Il faut pas oublier qu'on est dans la tech et qu'il faut être capable de mettre à jour les projets. Et c'est ça qui est, assez paradoxal puisque un smart contract, une fois qu'il est publié sur la blockchain, hormis quelques utilisations de proxy, par exemple, il est immuable. Donc il ne peut plus changer. Dans un monde qui change, dans un monde du Web 2 qui évolue énormément et un monde du Web 3 qui doit encore plus. Donc c'est ultra paradoxal de créer des choses immutables, dans, des Ouais. technos qui, évoluent super vite. C'est là où il faut, il faut trouver le bon angle pour, et surtout, un bon partenaire. C'est pour ça que, les one shot sur ce genre de projet Web3, ça reste un petit peu compliqué parce qu'on a constamment des évolutions à intégrer et on doit, faire comprendre au client que même une fois qu'il aura payé, ça sera peut-être pas fini. Et peut-être qu'il va y avoir un jour une mise à jour, sur, Ethereum notamment, qui va peut-être tout casser et il va falloir refaire. Ouais, bah, justement, en fait, moi, peut-être d'un point de vue naïf, mais c'est compliqué quand on voit que des projets se développent avec, tout l'investissement en termes d'argent, de temps, d'énergie sur une blockchain, avec les protocoles ensuite qui se développent, les voisins à côté. Si derrière, il y a des problématiques de blockchain elle-même, aujourd'hui,
Alors, sauf sous réserve que le langage soit compatible ou soit le même pour passer, et redévelopper le tout sur une autre blockchain. Est-ce que tu penses alors pas forcément aujourd'hui du coup, évidemment, mais demain, il y aurait des compilateurs qui permettraient parce que je sais que, les langages de programmation évoluent et sont parfois même propres à chaque, blockchain pour répondre à toutes ces petites spécificités-là. Mais moi je me dis idéalement, mais je me le dis naïvement, hein, bien évidemment, de pouvoir avoir, transformé son projet qui est sur Ethereum, de le foutre dans un compilateur pour qu'il puisse se développer, et se réitérer ou en faire une copie équivalente sur une autre blockchain. C'est des choses qui sont possibles ça ou ou je rêve? Non, 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 tu ne rêves pas, on est dans le monde de la tech et évidemment, dès qu'il y a un besoin, il y a toujours, des développeurs qui viennent derrière. Après, est-ce que c'est, des solutions, pérennes, prodables? Ça, c'est un autre débat, mais si on parle, par exemple, règle d'évolution d'Ethereum sur, ces 5 dernières années, on a vu énormément d'évolutions, avec, des nouvelles EIP qui sont arrivées, vraiment beaucoup de choses très intéressantes et on a même les compilateurs, si je prends un logiciel par exemple Remix IDE, qui va venir, nous conseiller sur comment faire l'évolution. Donc il y a de plus en plus de OK. logiciels comme ça qui viennent nous aider en nous disant: «Bon bah non, ça c'est déprécié, ça on peut plus l'utiliser. Par contre, il y a autre chose à côté» et qui nous accompagne le développeur. Donc ça c'est un premier point assez intéressant et on va dire qu'on arrive quand même aujourd'hui sur, une certaine forme de standardisation. Il y a beaucoup de blockchains qui sont, par exemple, ce qu'on appelle EVM compatibles. C'est-à-dire qu'elles vont, en leur sein, être capables d'interpréter du code de l'Ethereum Virtual Machine. Donc on va pouvoir, par exemple, sur des smart contracts en Solidity, pouvoir directement, sans avoir de compilation ou de réécriture à faire, emmener ça par exemple sur Avalanche. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, il y a quand même cette recherche, d'interopérabilité des blockchains, qui est, selon moi, indispensable parce que demain, on n'aura pas qu'une seule blockchain, on en aura au contraire, plusieurs avec, en plus de ça, différents layers au sein de celle-ci pour, et qui viendra communiquer entre différents layers des autres blockchains. J'imagine plutôt l'écosystème comme celui-là. Ouais, ouais. Bah, après, je vois bien pour les langages EVM. La question, c'est aussi évidemment pour ceux qui ne le sont pas sur du Rust, sur du Cairo, sur vraiment d'autres langages qui peuvent être assez différents. Bah, typiquement, je sais pas, je pense à du Cosmos, par exemple, ou du Starknet, ou des choses comme ça. Là, en fait, à partir du moment où on se lance là-dessus, c'est aujourd'hui peut-être se couper aussi du reste du réseau, Oui, en fait, où des ponts sont toujours possibles. je dirais que, en tant que développeur, personnellement, j'ai beau être un énorme curieux et d'être là depuis, un petit moment même dans le web 2, le web 1 même avant que le monde devienne, ultra social, que le monde du web devienne, ultra social et la vie d'un tech, pour le coup et je parle au nom de tous les développeurs, que je connais, c'est faire des choix. C'est faire des choix de technologie. C'est impossible aujourd'hui ou alors bravo si ça existe, chapeau bas, mais c'est impossible d'être en mesure de gérer des développements spécifiques sur toutes les blockchains. Ça va tellement vite et il y a tellement des fois des nuances qui sont, à l'opposé, qui fait que le développeur doit faire un choix et il fait un choix par rapport, à des a priori, mais aussi peut-être par rapport à la communauté qui va derrière et je pense que d'ailleurs c'est pour ça qu'Ethereum, subsiste encore aujourd'hui. C'est parce qu'il y a aussi ce côté des développeurs ont fait le choix de partir sur Solidity, ont fait le choix de rester sur cette blockchain et que les écosystèmes qui sont VM compatibles arrivent beaucoup mieux à survivre que les autres. Heu, Admettons, aujourd'hui je suis développeur, je suis junior, je veux me mettre sur une blockchain. Si j'en prends une qui malheureusement ne va pas avoir de hype ou va, s'effondrer assez vite, j'aurais passé des centaines d'heures à me former pour pas grand chose. Donc il y Ouais. a il y a cette stratégie-là et je dirais, sans être ultra futuriste non plus, même si je pense que je le suis un peu, hem je suis convaincu que d'ici 2, 3, 5 ans, 10 ans, on aura des outils à base d'intelligence artificielle qui viendront nous faciliter grandement Ouais. le transfert, en fait.
Et que ça, effectivement, rien qu'aujourd'hui, entre GitHub Copilot, même ChatGPT, qui est là et qui propose déjà des bouts de code, pour moi, c'est vraiment les prémices du futur du monde du dev où on va avoir de plus en plus d'outils qui vont venir automatiser à base d'intelligence artificielle et que effectivement, je serais pas surpris dans 5 ans je prenne mon smart contract en Solidity, mon point sol, que je le transfère de l'autre côté et que j'ai une Ouais. IA qui est même plus forte que moi, qui soit capable de me le coder en Rust pour une autre blockchain, par exemple. Ouais, non, les potentiels sont enfin, je vais d'ailleurs faire passer de plus en plus de personnes aussi qui travaillent dans l'IA, regarder les ponts qui sont possibles aussi avec la blockchain parce que, moi j'ai pris une petite claque, hein, avec, un peu ce que j'ai vu, ce qui était possible de faire, c'est assez impressionnant et puis, il y a des choses qui sont possibles de faire dès aujourd'hui pour préparer aussi, demain Tout à et fait, bon, le tout but du à jeu, fait. c'est toujours de le faire en bonne intelligence. La technologie est neutre, on peut faire de la merde avec, mais bon, le but du jeu, c'est que ça soit là pour pouvoir répondre à des vraies problématiques, auxquelles on fait face aujourd'hui. Ben, on arrive déjà à la fin de l'interview, David. Moi, j'ai une petite dernière question, vraiment ton point de vue de dev. Est-ce que aussi, et de tech, est-ce que tu as des projets, des technos, qui te, voilà, qui t'intéressent particulièrement et que tu vas regarder sur les 2-3 prochaines années, voilà, de ton côté? Oui, je dirais, dans un premier temps, si je dois donner un conseil à des développeurs, vraiment, pour des personnes qui veulent, avancer dans le monde du Web3, c'est, ne succombez pas aux sirènes des formations rapides, s'il vous plaît. Faites attention, pour bien maîtriser le Web3, il faut déjà quand même un bagage Web2 et surtout bien savoir que pour faire vivre du Web3, il faut, à un moment ou un autre, s'interfacer avec du Web 2. Donc, s'il doit y avoir une carrière à destiner, partez peut-être déjà sur des bases Web 2 avant de vouloir partir dans de l'ultra spécialisation Web 3. Pour moi, c'est super intéressant et ne succombez pas aux sirènes des formations experts en 3 jours ou en 3 semaines. Honnêtement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je suis très terre à terre, je suis pas très marketing, je suis très terre à terre et là-dessus, que ça soit avec mes élèves, que j'ai pu avoir, en formation ou encore des personnes que je côtoie aujourd'hui, faut être honnête, c'est pas ultra simple. C'est pas aussi simple que, certaines vidéos YouTube veulent faire passer enfin, veulent faire croire. Donc, méfiez-vous quand même à ça. Soyez toujours vigilants et ça, c'est propre pour, enfin, c'est un conseil, que je donne à toutes les personnes qui s'intéressent à l'écosystème Web3, c'est faites vos propres recherches, hein, do your own research. C'est très important, de s'intéresser dans un projet. Ne, tombez pas, dans la folie des crypto-millionnaires ou des crypto-influenceurs, qui vont vous proposer, heu comme par magie. Petite parenthèse de 1 seconde, je rigole énormément quand je repense à beaucoup d'influenceurs sur YouTube qui donnaient des codes promo sur Binance pour gagner quelques sous d'affiliation, qui sur Binance, à la limite, encore aujourd'hui, bon, l'actualité est pas folle, mais ça tient. Mais alors FTX. ceux qui donnaient des codes promo sur FTX en disant: «Rejoignez FTX, c'est formidable, c'est génial», pour qu'aujourd'hui on assiste à un effondrement éclair en moins de 48 heures, je trouve ça, phénoménal et ils sont passés vraiment du coq à l'âne, «On aime FTX» à «On déteste FTX». Donc, faites attention à qui vous suivez, essayez d'être cohérent et pertinent dans vos recherches et ne répétez pas ou ne suivez pas juste ce que vous entendez sur YouTube. Attention à ça et pour ma part, les technos que je vais suivre, pour 2023, ça va être, de manière générale, tout l'écosystème métaverse, parce qu'il y a énormément de choses à faire et c'est un monde qui est passionnant. On a, peu eu l'occasion d'en parler, mais pour moi, les métaverses, c'est vraiment quelque chose d'ultra prometteur. Avec de la VR ou sans la VR, à partir d'un navigateur, ou d'un jeu installé, il y a vraiment des projets qui sont passionnants là-dessus. Les tokenomics derrière sont passionnantes, donc les métaverses avec, à côté de ça, heu, un œil, un peu plus, je dirais, un peu plus pointu sur, Avalanche qui, à mon sens, me semble aussi, très prometteur, et qui, heu
pour un développeur Ethereum, la passation, le transfert va pas être bien compliqué. Donc ça, c'est des choses que je surveille et je l'espère sur 2023, peut-être un éveil des consciences pour, éviter de tomber dans le panneau du crypto-millionnaire et de plutôt s'intéresser à ce que la techno apporte plutôt, heu, plus qu'elle apporte que ce qu'elle ne rapporte. Ouais. Je dirais ça comme ça, je me définis comme ça, hein. Moi, je suis dans le web 3 depuis le début, pour ce que le web 3 apporte et pas pour ce qu'il rapporte. Ouais, très bon mot de la fin. Petite parenthèse, malheureusement, les humains ont tous tendance à aller directement chercher l'argent rapide, et le fameux do your own research, moi, comme moi, hein, je me suis pris mes petites tollées et je pense que les gens ont besoin aussi parfois, malheureusement, de tomber sur les genoux, se faire des bleus, en espérant que ça soit que des bleus et que ça soit pas plus, pour pouvoir, apprendre par Tout eux-mêmes. à fait. Je te remercie pour ton temps et ton partage, David, bonne fin de journée. Merci beaucoup.